Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Carré d'Encre. Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour le dévoilement de notre bloc timbre pour les 140 ans de l'Orient Express. Voilà. Je suis entouré, et très bien entouré, d'abord de l'artiste, voilà. Anne-Charlotte, Laurence, qui en effet n'est pas à sa première production avec nous, à sa première collaboration avec nous. Donc elle a fait, pardon, hein, j'interviens là, elle a fait un timbre sur les faïenceries de Gien à tomber par terre. Franchement, les Outre-mer, c'était magnifique, des bleus incroyables. Madame, je vous le dis, hein, ça vient du fond du cœur. Voilà, magnifique. Voilà, et avant de vous redonner la parole, Président, je voudrais accueillir Monsieur Pépi. Ah, il faut accueillir Monsieur Pépi. Qui nous a fait le grand honneur de venir cet après-midi. Bravo. Cheminot et patron des cheminots. Patron des cheminots. Oui, mais tu as été le patron des cheminots. Donc cette fois-ci, officiellement, c'est à vous. Très bien. Cher Paul, donc Paul est le patron de Philapost, Guillaume. Hein. Voilà. C'est présent. Voilà, c'est lui. Chers amis de la philatélie, chers amis de l'Orient Express. D'abord à vous, madame, l'artiste dont je suis les œuvres. Et franchement, les faïenceries de Gien, c'était exceptionnel dans les bleus. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Je l'ai envoyé comme timbre de l'année à quasiment toute la République. Et je dois dire que celui-ci est également très beau. Et j'identifie Sainte-Sophie et la Tour Eiffel, c'est ça? C'est ça, exactement. Un peu moins les montagnes du milieu. Ah, alors les montagnes du milieu, ça évoque le voyage en fait. C'est ce qui me semblait. C'était le voyage et donc en fait la montagne représente une femme endormie. Oh là là. Et donc là on évoque le rêve. Ah oui. Bravo. Non mais là on a applaudi l'artiste. Bravo l'artiste. Non, je trouve que c'est un très beau timbre. Je suis évidemment particulièrement ravi de le célébrer aux côtés de Guillaume Pépi, à qui de nombreuses années d'amitié nous nous sommes accompagnés au cours de toutes ces années. Il a été le patron de la SNCF, le patron des cheminots. Nous, on est les postières et les postiers. Et en tant que responsable de cette fondation, je trouve que c'est très bien que son action soit soulignée par ce timbre. Je vois d'ailleurs que, et tu y contribues, il y a une relance de cette activité des trains de luxe, puisque je crois que SNCF a passé un accord avec le groupe Accor pour faire de ces trains de nuit, ces trains de luxe, des moments de tourisme et de loisirs. Cher artiste d'abord, félicitations, on l'a réapplaudi pour ce merveilleux timbre. 140 ans de l'Orient Express. J'espère qu'on pourra bientôt fêter les 200 ans de l'Orient Express et j'espère que Guillaume va nous en dire plus sur les nouveaux projets d'Orient Express qu'il y a. Ça symbolise non seulement le luxe, mais aussi l'ouverture des frontières, puisque lorsqu'il a été créé, ça a été un chef-d'œuvre diplomatique, puisqu'il pouvait passer 8 frontières sans s'arrêter. Il faut se représenter l'Europe d'avant la guerre de 14, avec les blocs de pays dans tous les sens. Et donc c'était un très beau train qui avait été une façon de franchir les frontières. Donc à la fois pour cette très belle œuvre, à la fois pour la fondation que préside Guillaume Pépi, je veux qu'on fasse un grand applaudissement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'abord, merci de nous accueillir, cher Philippe, et merci aux postiers et postières qui sont là et qui ont effectivement fait ce travail. Je vais juste ajouter quelques petits points en complément de ce qu'a dit le président. D'abord, c'est pour nous un moment très important parce que moi, je suis donc le président d'un fonds de dotation, donc une petite fondation, dont Arthur Mettetal, ici présent. Là, Arthur se cache. Voilà, Arthur Bravo se cache. Arthur. Parce que Arthur est un scientifique. Je vais tracer les étapes principales de sa vie jusque vers 20h30, et puis ensuite on passera à la suite. Cette fondation, elle a 3 rôles. Elle a d'abord le rôle de mettre à la disposition du public, c'est-à-dire de tout le monde, l'ensemble des archives de la Compagnie internationale des wagons-lits, qui, comme l'a dit Philippe Val, sont des archives qui retracent quelque part un bout de l'histoire européenne, avec des guerres,
avec des mouvements de population et avec du transport. Ces archives sont ouvertes depuis cette année. C'est une des choses qu'on fête au 140e anniversaire. Et elles sont aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, dans un bâtiment industriel bluffant qui a été refait. Et puis ensuite, ce fonds gère quelque chose d'encore plus précieux, qui est le fonds iconographique et des objets, qui sont dus à l'opiniâtreté de Martine Chantreau, casaque brune et robe rouge, qui se trouve à la gauche du président et qui, pendant des dizaines d'années, a sauvé d'une mort certaine toutes ces archives. Parce que lorsque le train s'est arrêté, évidemment, les archives ont été dispersées, certaines vendues, et Martine et un certain nombre de convaincus sont partis à la conquête de toutes ces merveilles qui, aujourd'hui, sont stockées en région parisienne. Puis la troisième chose, c'est que le fonds, il a pour objet de laisser tous les artistes qui le souhaitent s'inspirer de l'Orient Express, dans la photo, dans le dessin, dans les arts plastiques, parce que c'est un univers mythique de la création artistique, et donc on aide toutes celles et ceux. Alors il y en a une qui est plus connue que les autres, qui est Sarah Moon, qui a fait énormément de photos et de travaux sur les traces de l'Orient Express. Cette fondation, elle a devant elle un travail d'autant plus important que, je vais y revenir dans un instant, le mythe est absolument intact. C'est pour ça que je veux vraiment saluer l'initiative de la Poste, de son président et puis de toutes les équipes, parce que honnêtement c'est un très bon moment pour sortir ce timbre. Alors c'est tant mieux qu'on le dise, mais voilà pourquoi c'est un moment très important. D'abord parce que, comme ça a été dit, fêter les 140 ans, c'est les 140 ans d'une sorte d'ouverture géographique de l'Europe, à un moment où ça a plutôt tendance à se refermer, y compris dans des circonstances terribles. Ce que fait l'Orient Express en 1883, c'est qu'il fait une véritable révolution en rendant possible des voyages terrestres qui étaient inimaginables à l'époque. Et Philippe Vann l'a rappelé. Ensuite, il fait une deuxième chose, l'Orient Express, c'est qu'il invente une façon de voyager entièrement nouvelle. Et c'est une innovation incroyable. On peut dormir confortablement, on peut manger normalement, et on fait abstraction de la durée du voyage. Et derrière tout ça, c'est que des expériences de rencontres entre des personnes qui n'avaient aucune chance de se rencontrer, parce que l'Europe n'était pas ouverte. Et puis des rencontres à bord du train. Il y a des milliers et des milliers de livres, de récits, etc., de gens qui se rencontrent et qui discutent, échangent, etc. Et donc les pays s'ouvrent et les populations s'ouvrent. Et puis, toujours dans le même domaine, au fond, c'est une porte ouverte vers une autre façon de voyager, où le bateau n'est plus la seule solution. On verra demain, l'avion n'est plus la seule solution. Et donc le transport terrestre retrouve une part dans l'ensemble des voyages internationaux. L'autre raison pour laquelle c'est vraiment le bon moment, c'est que le mythe est intact. Assez curieusement, ce mot Orient Express et le train qui est derrière, tout ça a traversé les dizaines d'années. Alors merci au cinéma, qui a complètement installé le mythe. Et quand on pense que James Bond et Ethan Hunt y ont plié dans des opus très importants pour manifester une sorte d'hommage, mais derrière ça, les chercheurs ont énormément écrit, et je reviens à Arthur. Arthur a réussi à écrire sa thèse de docteur d'État sur la patrimonialisation, et l'ai-je bien dit, patrimonialisation de la marque et de l'objet Orient Express, thèse qui a reçu les félicitations du jury de l'université de l'EHESS. Mieux que ça, de l'EHESS. Des hautes études en sciences sociales. 6 boulevard Raspail. 6, voilà, absolument. Et donc aujourd'hui, avec ces 140 ans, il y a le timbre, je vais y revenir d'une phrase, il y a une expo qui est passée à Paris, qui est passée à Singapour, qui est passée à Rome, et puis il y a des collaborations avec des artistes qui vont se multiplier. Et je veux terminer en disant un mot sur le timbre et la poste. Vraiment, Philippe, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que la poste participe
de ce mythe et de la célébration des 140 ans, c'est vraiment très important. D'abord parce qu'il y a une histoire très commune entre la poste et le train. Alors dans le temps, c'était les trains postaux, les wagons postaux, ça c'est un peu fini dans le monde. Ça reviendra, je pense que ça reviendra. Bon, il y a une annonce, pour ceux qui le veulent, il y a une annonce. Mais aussi, les trains étant extrêmement photogéniques, il y a énormément de timbres qui retracent l'histoire ferroviaire dans le monde. Et puis l'autre raison, Philippe l'a mentionné d'un mot, c'est le retour des trains de nuit en Europe et dans le monde. Alors ça c'est assez extraordinaire, parce qu'en gros, quand l'Orient Express s'arrête de circuler dans les années 70, tout le monde pense que c'est cuit, fini pour des siècles, des siècles. Et d'ailleurs, ça ferme un peu partout. Et puis, depuis, on va dire 3 à 5 ans, les trains de nuit revivent pour des raisons évidemment énergétiques et environnementales. Personne ne sait où ça mène. Est-ce que ça va être un épiphénomène? Est-ce que ça va être quelque chose de massif? Bon, dans quelques jours, le train Paris-Berlin, que par parenthèse, nous avions supprimé à mon époque, donc j'avoue mon crime, ce Paris-Berlin va être remis en service, et puis beaucoup d'autres projets de trains en Europe. Et puis, on en vient maintenant à l'Orient Express. La SNCF ne savait pas quoi faire de cette marque Orient Express et de ce mythe. Et après un appel d'offres qui a duré très très longtemps, c'est le groupe Accor qui est devenu propriétaire de la marque Orient Express dans les classes de service du voyage, de la restauration, de l'hôtellerie, etc. Et c'est le groupe Accor qui développe cette marque Orient Express. L'ambition est juste incroyable. Je cite juste les 3 têtes de chapitre. Non seulement il faut faire revivre les trains, et Sébastien Bazin, le président d'Accor, a posé aux équipes une ambition très simple, c'est le plus beau train du monde. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté sur l'objectif, le plus beau train du monde. Ensuite, une seconde catégorie d'objets qui sont les hôtels, Orient Express, sachant que la fameuse compagnie des wagons-lits possédait son propre réseau d'hôtels, et notamment, par exemple, à Paris, sur les Champs-Élysées, ce qui est aujourd'hui l'immeuble HSBC, dans les années 70, c'était avant l'hôtel Orient Express à Paris. Bon. Donc faire revivre les hôtels, et puis le projet encore plus fou, c'est de créer le plus grand voilier du monde. C'est toujours un peu le plus du monde, voilà, qui va s'appeler Orient Express Silent Seas, évidemment parce que la propulsion est à voile et marginalement à l'énergie électrique. Donc voilà le programme. Évidemment, c'est fondé avant tout sur le mythe du train. Donc les trains vont recirculer. Là, c'est à Sébastien Bazin de dire où, quand, comment, etc. Mais voilà, les trains vont recirculer. Et donc, tout ceci nous ramène au fait que ce timbre-là n'est pas seulement un timbre héritage, mais c'est un timbre qui... L'avenir. Voilà, exactement. Et merci encore. Bravo. Merci beaucoup. Très bien. Écoute, je vais te remettre une escarboucle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une Alors, escarboucle? une escarboucle, c'est ceci, un document à 4 pages, dont 2 sur laquelle il y a le premier jour, avec une notice sur le timbre, sa vie, son œuvre, et puis 2 tirés à part du timbre. Donc ça, c'est pour toi. Merci Et beaucoup. comme on a l'immense chance d'avoir l'artiste, elle va nous le dédicacer en plus. C'est ça l'idée, hein? Je crois qu'il est déjà... Alors, pas celui-là. Pas Celui-là, ça y est. celui-là, pour lui, Celui-là, oui. Ah ben c'est bien. Ah ben c'est bien. Voilà. Alors moi, pour le mien, bravo. je souhaite que vous le fassiez, s'il vous plaît. Escarmouche, mais Escarboucle. Ah, escarboucle, c'est l'objet que je tiens en main. C'est l'objet. C'est un objet d'héraldique, comme les écussons, comme les oriflammes. Et donc c'est un peu comme si tu avais un oriflamme dans les mains. Je sens pareil. Voilà. Allez, on fait une photo. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un timbre premier jour? C'est le tampon que tu as qui donne plus de valeur et qui est, tu vois, le 29/9, c'est-à-dire aujourd'hui, tu as un tampon du premier jour. Donc le jour de la sortie, tu as été oblitéré. Et ça a plus de valeur pour les collectionneurs de timbres. Et le public peut... un timbre là-bas. D'accord. Là-bas, le public vient là-bas et il a un coup de tampon. Et il y a des cérémonies dans certains endroits en France en fonction de l'événement où on donne le coup de tampon. Alors j'ai encore des questions. C'est une interview de Philippe Val que je suis en train de faire. Qui décide
des timbres qui sont édités? Alors c'est une commission philatélique nationale dans laquelle il y a certains membres extrêmement éminents ici, que je préside et qui prend donc des décisions sages et sereines. Sur ce que sont les timbres de demain? Sur les timbres de demain, avec des demandes toujours plus nombreuses et parfois pas faciles à écarter. Parce que tout le monde veut son timbre. Ceci dit, sans être dans le programme national, tu peux avoir ton timbre à toi. Ça j'ai vu. Hein, tu pourrais avoir un timbre Guillaume Pépi. Oui, j'y songe, avec une statue en pied, si tu veux, terrassant la bêtise et la méconnaissance. Voilà, Comme ça. Voilà. D'accord. C'est très beau. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.